Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant un nouveau classique au détail proposé par Yves Le Pestipon lundi 10 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre de l'année Molière 2022. Il était consacré ce jour-là aux malades imaginaires et plus précisément à la première scène de l'acte 1. Bonne écoute. Voilà, bonsoir pour ce nouveau classique au détail, donc qui est le premier de l'année 2022 et qui est aussi la première rencontre de la librairie Ombre Blanche pour l'année 2022. Je suis très content de commencer avec vous et aussi avec Molière, qui est vraiment l'esprit même des classiques au détail, puisque dans ces rencontres-là, nous nous proposons de réfléchir sur les classiques français. Et bien sûr, il n'y a pas plus auteur célèbre que Molière en France peut-être, et pas plus classique, même si on peut toujours discuter cette notion-là. En tout cas, à la fois en l'étudiant les classes, il est l'époque qu'on appelle classique comme Molière. Alors si on a placé Molière au début de l'année, c'est d'abord parce que c'est l'année Molière qui commence. L'année dernière, donc, vous savez que c'était l'année La Fontaine, mais c'était aussi l'année Napoléon, c'était l'année d'un tas de gens, 2021. Et cette année, c'est par exemple, et peut-être surtout, et on en parle déjà beaucoup dans les radios, un peu partout, l'année Molière. Et à Toulouse en particulier, nous avons le projet, nous avons mis en place cela avec un certain nombre de professeurs de l'université Jean Jaurès, dont Philippe Chometti, que j'ai cru apercevoir quelque part par là. Donc un projet qui consiste à faire quelque chose autour de Molière, décliné sur différents événements pendant l'année 2022, avec des étudiants de l'université, entre autres, qui joueront les fâcheux à un certain moment. Et donc un certain nombre de choses, par exemple donc ce classique au détail consacré à Molière aujourd'hui, le prochain classique au détail au début du mois de février, qui sera Tartuffe, sera consacré à Molière, mais ça sera Philippe Chometti, qui est là-bas au fond, qui viendra présenter, donc quelqu'un qui connaît vraiment Molière, les choses. Il y aura un certain nombre de rencontres, donc par exemple, il y aura un colloque à l'hôtel de la César le 15 avril, il y aura des promenades, il y aura des rencontres à la bibliothèque municipale, des choses diverses. Donc il va y avoir tout un programme que j'enverrai complètement aux personnes qui reçoivent la liste des classiques au détail. Donc il va y avoir une année Molière avec un certain nombre d'événements dans différents lieux de Toulouse, avec l'université, la librairie Ombre Blanche, l'Académie des sciences, le Quai des Savoirs, diverses choses. Vous savez peut-être pas que Molière est venu à Toulouse plusieurs fois autour des années 1645, 6, 7, 8, par là, et qu'il a joué à l'American Cosmographe ou à l'Utopia, enfin probablement, c'est-à-dire dans le lieu qui était là, un lieu de théâtre qui s'appelait le Logis de l'Écu. Bon, c'est pas absolument sûr qu'il ait joué là, mais enfin bon, il y a des chances non négligeables qu'il ait joué précisément là. En tout cas, il y avait un théâtre là, probablement là. Et s'il n'a pas joué Le Malade imaginaire, parce que cette pièce n'était pas écrite, il a pu jouer peut-être La jalousie du Barbouillé ou des choses de ce genre, puisque vous savez que pendant des années, Molière, avant de rejoindre Paris, disons le monde de Louis XIV, etc., a circulé en Languedoc, et que peut-être même il porte ce nom de Molière à cause de village du Languedoc, mais ça c'est pas sûr, voilà, c'est pas du tout garanti. Mais en tout cas, il a joué à Toulouse. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il est important que Molière soit célébré à Toulouse pendant l'année 2022 par les librairies, etc., les académies, l'université et autres. Donc il y aura des aspects plus ou moins ludiques, il y aura des aspects qui seront plus ou moins savants. Le colloque à l'hôtel de la César va s'appeler, je crois, quelque chose comme Molière et les sciences, puisque vous savez que Molière s'intéresse aux sciences, à la médecine et pas simplement à la médecine. Et voilà, on aura l'occasion de réfléchir un peu sur cela. Alors, si parmi les classiques de Molière, il y en a un qui est particulièrement connu, célèbre, illustre, parce qu'il a partie liée avec le mythe presque de la vie de Molière, c'est Le Malade imaginaire, parce que Molière est censé être mort sur scène lors d'une des représentations du Malade imaginaire. Alors, c'est un peu vrai, mais c'est faux. Il n'est pas mort sur scène, il est mort dans son lit chez lui, mais il est mort quelques heures après la 4e représentation du Malade imaginaire en février 1673. Donc il n'est pas tout à fait vrai qu'il est mort sur scène, mais voilà. Et alors évidemment, ça contribue beaucoup au mythe un petit peu de Molière, parce que quoi de plus beau qu'un grand auteur de théâtre qui meurt jeune, il a 51 ans, Molière n'a pas le temps de devenir un auguste vieillard comme moi, ou comme je compte encore devenir encore plus vieux, vous savez. Il n'a pas ce temps-là, et il meurt en scène, et donc il y a quelque chose de très beau, de presque très moderne, contemporain, un côté Mozart, Van Gogh et tout cela, voilà. Alors on en a un petit peu rajouté, Ariane Mouchkine rajoute un petit peu, le sang coule de tous les côtés, mais il y a bien quelque chose de vrai. Effectivement, Molière n'a pas écrit de comédie, il n'a pas joué de comédie au-delà du Malade imaginaire. Le Malade imaginaire, d'ailleurs, a été repris par ce troupe quelques jours après la mort de Molière, en fait en mars 1673. Alors cette comédie a été un succès. On a les recettes des 4 premières
séances, qui sont les 4 dernières pour Molière, ça marche bien. Hein, voilà, c'est un succès, ça a du succès. Alors, Le Malade imaginaire est une comédie que parfois on ne joue pas en entier sur les scènes, en particulier. C'est une pièce qu'on aime bien jouer dans les collèges, dans les lycées, parce que ça paraît relativement simple, ça ne l'est pas vraiment, mais on élimine une bonne partie de la pièce, puisque c'est une comédie ballet, puisqu'effectivement, il y a plus que des intermèdes, il y a des longues introductions de chants, de danse, qui accompagnent la pièce et qui, si c'est joué intégralement, durent, disons, plus ou moins aussi longtemps que la pièce. Hein, donc c'est quelque chose dans lequel il y a de la musique, de Marc-Antoine Charpentier, il y a des ballets, des danses, il y a des louanges au roi et des textes évidemment qui sont écrits, qui ont à voir avec l'histoire du Malade imaginaire, mais qui en partie sont étrangers à ce qui serait l'intrigue précise du Malade imaginaire. Alors Molière, donc, s'il écrit cette pièce et qu'il la joue à la fin de sa vie, donc il l'écrit à un moment où il est extrêmement célèbre dans le paysage littéraire français. Hein, on sait qu'il a écrit des comédies qui sont illustres absolument, le Misanthrope, le Tartuffe, L'école des femmes. Il a un grand succès. Il est un auteur en partie à scandale. On sait qu'autour de Don Juan, autour de Tartuffe, il y a eu des débats considérables autour de L'école des femmes. Il est un auteur qui plaît à beaucoup de gens, puisque donc il a pu plaire au peuple, ici en jouant en Languedoc et partout. Il a pu plaire aux grands, au prince de Conti ou à d'autres. Il était aimé visiblement par Louis XIV, qui le faisait rigoler. La Fontaine, qui le voit apparaître au plaisir de l'île enchantée, une des grandes fêtes du début du règne de Louis XIV, dit Molière, c'est mon homme. Donc il avait vraiment des amis, des appuis. Il avait aussi de puissants ennemis. Et donc une carrière à la fois de directeur de troupe, de comédien et d'écrivain qui écrit vite. Et Le Malade imaginaire, en particulier, a dû être écrit assez rapidement. Et c'est une pièce qu'il n'a pas publiée, puisqu'il est mort avant de pouvoir publier son œuvre. Hein. Et la pièce est publiée, je crois, 2 ans plus tard, en 1675, pour la première fois, dans une version qui paraît un peu provisoire. Puis ensuite, elle est republiée dans les œuvres complètes de Molière. Ce qui fait que le texte est un peu différent de certaines autres comédies de Molière, où Molière a veillé à la publication de son texte. Donc on est sûr que voilà, c'était la version qu'il voulait, hein, dans un certain nombre de cas. D'autres cas, c'est un peu différent, très différent d'ailleurs, comme dans le cas de La jalousie de Barbouillé. C'est une pièce dont il n'a pas contrôlé l'édition. Et donc, par exemple, dans cette édition-là, chez GF, vous avez pour plusieurs scènes, plusieurs versions qui sont proposées en fonction des éditions anciennes. Et on voit bien ici ou là qu'il y a un côté un peu improvisé, un peu rapide dans l'écriture, un peu inégal en quelque façon. En même temps, ça fait le charme de cette comédie vraiment géniale. C'est justement le brio d'une écriture manifestement rapide, peut-être un petit peu inachevée. Peut-être que si 20 fois sur le métier, Molière avait pu remettre son ouvrage, il aurait corrigé un certain nombre de détails, mais c'est pas sûr, hein, on ne sait pas très bien. En tout cas, on a un texte, disons un peu work in progress, hein, pour parler un peu mal anglais, voilà, quelque chose un peu comme ça. Donc on a, disons, voilà, un texte un peu instable qui, du point de vue de l'explication de texte, il faut en tenir compte, il y a un aspect comme ça. C'est un texte très écrit pour le théâtre, mais c'est en partie peut-être une sorte de canevas, hein, voilà, par rapport à un texte parfaitement versifié, comme Molière a su en faire. Elle est publiée avec grande attention, le Misanthrope, des choses de ce genre. Alors, si Molière s'intéresse au Malade imaginaire, s'intéresse à cette question, c'est d'abord parce qu'il s'intéresse depuis très longtemps à la médecine. Hein, dès les premières pièces de Molière, le Cocu imaginaire ou autres, les premiers textes que nous avons, en tout cas, qui doivent dater des années 1650, il y a des personnages de médecins plus ou moins ridicules qui se promènent. On connaît le médecin malgré lui, le médecin volant, etc. Donc, je crois qu'il y a 6 pièces de Molière dans lesquelles il y a de manière très forte des médecins, y compris dans une qui apparemment n'a pas pour sujet la médecine, qui est Don Juan, où on voit Sganarelle se transformer un instant en médecin. Et donc, bon, c'est ce qui est dit en général, et c'est assez vrai, donc il en veut aux médecins qui sont quelque peu des charlatans, qui sont censés profiter de notre peur de la mort, cette peur de la mort qui nous anime tous, sur lequel Lucrèce, l'épicurien Lucrèce de l'Antiquité, insistait beaucoup en disant que parce que nous avons peur de la mort, nous sommes prêts à croire n'importe quoi, et en particulier à croire les prêtres, et éventuellement à croire, pourquoi pas, les médecins, bien sûr. Et donc les médecins exploitent volontiers cela. Bon, Molière avait quelques raisons de penser cela, c'est-à-dire qu'effectivement la médecine de l'époque n'était pas extrêmement solide, elle était incertaine, quand bien même elle n'est pas aussi mauvaise qu'on le croit quand on lit les pièces de Molière. Les médecins que j'ai à l'Académie, dont certains sont les historiens de la médecine, disent que la médecine de l'époque, au fond, évidemment, elle ne guérissait pas les gens du cancer ou de choses comme ça, mais que les conseils qu'il donnait étaient souvent des conseils de bon sens, d'hygiène, etc., et que Molière exagère quelque peu. Et donc, il en veut quelque peu aux médecins,
bien qu'il soit lui-même à la fin de sa vie malade, et il est malade du poumon, hein, il a, bon, on ne sait pas trop quoi, enfin des sortes de bronchites, de pneumonie, enfin, il meurt du poumon, et quand Toinette, dans le Malade imaginaire, dit à Argan qu'il est malade du poumon, bon, c'est extraordinaire parce que Molière était effectivement malade du poumon, et le soir même, enfin en gros, il est mort du poumon, en crachant ses poumons de manière ou d'une autre. Donc il y a, disons, une défiance de Molière à l'égard, disons, de cette science incertaine, mais il y a aussi une fascination chez lui, et ça c'est peut-être le plus important encore que cela, pour des gens qui ont envie de croire à quelque chose en dépit de tout. On sait bien que dans une pièce qui s'appelle Le Tartuffe, il y a un personnage très intéressant qui s'appelle Orgon, qui, alors que presque tout le monde autour, sauf sa mère, a repéré que Tartuffe est un méchant homme, dragueur, s'intéressant à l'argent, s'intéressant au sexe, s'intéressant à la possession matérielle, et très loin certainement des vraies vérités de la religion, eh bien, il y a un personnage qui est Orgon, qui veut absolument se convaincre que ce personnage est un grand homme, un saint homme, et en dépit des preuves qui lui sont apportées, résiste autant qu'il peut aux arguments, aux preuves qui lui sont données. Vous savez qu'il faut vraiment qu'il aille sous une table, qu'il entende Tartuffe faire la cour à sa femme Elmire, pour que vraiment il se dise « Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme ». Et encore, il ne sait pas encore que Tartuffe va essayer de lui piquer sa maison, son argent, etc. etc. Donc ce qui intéresse Molière, entre autres choses, on en a parlé à l'occasion au Quai des Savoirs, c'est effectivement cette espèce de goût pour le faux qu'ont un certain nombre d'hommes, ou d'ailleurs de femmes, cette passion de croire à des choses un peu bizarres. Et on sait bien qu'encore aujourd'hui, on voit très bien des tas de gens qui ont envie de croire à des choses un peu bizarres, étranges, en dépit des arguments les plus divers qui peuvent être apportés. Et bien sûr, on a envie de croire peut-être à des guérisseurs qui peuvent être des médecins plus ou moins vrais, plus ou moins faux, et toutes sortes de choses de ce genre. Et on a vu avec l'épisode Covid des tas de croyances diverses et variées. Je me souviens du début du confinement où je recevais des messages de gens qui me disaient « Écoute, ce grand professeur de médecine, X ou Y », je ne parle pas du professeur Raoult, mais de gens qui avaient juste une blouse blanche et dont on me disait « Ils disent la vérité, ils sont magnifiques, ils sont en Suisse ou en Pologne, il suffit de recherche pour apprendre que ce type était planétologue, zoroastrien, et n'importe quoi de ce genre, et qu'il n'avait jamais enseigné à l'université de Lausanne. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre l'ami de médecin, d'avoir une blouse blanche pour tourner dans des films comme ceux de Jacques Mitch, et de constater qu'il suffisait qu'avec la tête que j'ai une blouse blanche pour qu'on vienne me consulter. Et c'est produit à l'université Jean Jaurès, justement. Il a suffi que je me balade avec une tête de médecin dedans pour qu'immédiatement des gens se sentent mal et me demandent des conseils. Et donc c'est exactement, je vérifiais, c'est Sganarelle qui dit cela dans plusieurs pièces, il suffit d'avoir l'habit de médecin et aussitôt, voilà. Alors c'est fascinant. Ce qui est fascinant, c'est moins tant que quelques personnes essaient d'escroquer d'autres avec l'habit de médecin ou d'astrologue ou de n'importe quoi, c'est qu'effectivement, chacun d'entre nous, y compris Orgon, qui est un homme qui n'est pas bête du tout, enfin voilà, qui est relativement cultivé, qui est un père de famille, etc., arrive, en dépit du fait qu'il n'est pas irrationnel, à être dans une croyance. Alors effectivement, Argan, dont le nom ressemble un peu à Orgon, Argan étant le personnage principal du Malade imaginaire, le Malade imaginaire. Donc Argan, Orgon, on voit bien que les consonnes sont les mêmes, que les deux O de Orgon deviennent des A. Bon, peut-être que Orgon a un rapport avec Organe, mais aussi avec la petite ville d'Orgon qui est du côté de la Provence. On ne sait pas les origines de tout ça, mais Argan joue un petit peu comme ça, mais lui ne croit pas à la dévotion d'un personnage qui s'appelle Tartuffe. Il est dévot, quant à lui, si on peut dire, en médecine. Et voilà la chose qui nous est proposée. Et cette dévotion en médecine renvoie à des tas de choses qu'on va voir un petit peu simplement dans la première scène de l'acte 1, qui est très célèbre, qui est magnifique et qui est très originale, et qu'on croirait avoir été écrit, selon moi, par Valère Novarina la semaine dernière, pour une pièce contemporaine qui s'appellerait Le repas ou le Perrette imaginaire. Alors, je vais lire cela, et puis ensuite on va essayer de rentrer un peu dans la lecture un peu précise d'un certain nombre de détails. Acte premier, scène première. Argan, seul dans une chambre, assis, une table devant lui, compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, parlant à soi-même, les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5, plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémioliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. 30 sols. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles.
Les entrailles de monsieur, 30 sols? Oui. Monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols un lavement? Ah, je suis votre serviteur. Je vous l'ai déjà dit. Vous les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà. Plus du 10 jours, un bon clister détersif composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours le soir, un julep hépatique, sopporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, 35 sols. Oh, je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. 10, 15, 16 et 17 sols 6 deniers, plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec Séné, Levantin et autres suivant l'ordonnance de monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de monsieur, 4 livres. Ah, monsieur Florent, ah, c'est se moquer. Il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon ne vous a pas ordonné de mettre 4 livres. Mettez 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur, 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 26e, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur, 30 sols. 10 sols. Monsieur Florent. Plus le clister de monsieur réitéré le soir, comme dessus, 30 sols. Monsieur Florent, 10 sols. Plus du 25e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs. De monsieur, 3 livres. Bon, 20 et 30 sols. Je suis bien est-ce que vous soyez raisonnable. Plus du 28e, une prise de petit lait clarifié et édulcoré pour adoucir, lénifier, tempérer et rafraîchir le sang de monsieur, 20 sols. Bon, 10 sols. Plus une potion cordiale et préservative, consommée avec 12 grains de bézoard, sirop de limon et grenade et autres, suivant l'ordonnance, 5 livres. Ah, monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous amusez comme cela, on ne verra plus être malade. Contentez-vous de 40 sols. 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20, 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Oh, je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, comme tout ceci, il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Il sonne une sonnette pour faire venir ces gens et dit, ils n'entendent point, et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Point d'affaire, ils sont sourds, Toinette. Tout comme si je ne sonne point, chienne, coquine, j'enrage. Drelin, 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 carogne à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul? Drelin, 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 voilà qui est pitoyable. Drelin, 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 ah mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin. Vous écoutez un classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 10 janvier 2022 par Yves Le Pestipon, consacré à la scène 1 de l'acte 1 du Malade imaginaire de Molière.
quand je lis cette scène, j'ai l'impression de me voir moi-même face à mon ordinateur en train de gueuler. Ça m'arrive tout seul d'être dans mon bureau et je m'énerve et je parle, salopard d'ordinateur, ah bah eBay, ah bah ceci et cela. Et à ce moment-là, effectivement, je ne fais pas nécessairement ce qu'on appelle classiquement un monologue, mais je fais parfois des dialogues. C'est-à-dire un monologue, c'est une parole solitaire. On va dire que Argan apparemment fait ce qu'on peut appeler un monologue, comme il y en a dans le théâtre classique, et on sait que c'est un des ressorts principaux du théâtre classique. Il y a un personnage tout seul sur la scène, ô rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc ton vécu, que pour cette infamie, il est tout seul, le brave homme. Bon, il n'est pas sous sa douche en train de chanter une chanson, voilà, et il dit des choses qu'il a dans la tête, et que les spectateurs entendent, ce qui, dans la vie ordinaire, suffirait à le taxer plus ou moins de débile mental, de fou ou autre, ce brave Don Diego. Mais là, donc, c'est une convention de théâtre, un personnage parle tout seul et tient un discours, une méditation, change d'avis, etc. Ici, on a un peu ça, puisqu'on a effectivement Argan, on va revenir dessus, qui, en présence d'aucun autre personnage, Toinette n'est pas là, Monsieur Purgon n'est pas là, Monsieur Florent n'est pas là, etc., etc., il est tout seul sur la scène, parle, ce qui, à certains égards, est un peu invraisemblable. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que le monologue. Et d'ailleurs, Molière, dans la didascalie, c'est-à-dire le petit texte en italique est au début du texte, et donc didaskai veut dire en grec enseigner, ce qui nous apprend quelque chose, et donc qui ne sera pas joué sur la scène, mais qui est utile pour le metteur en scène, éventuellement pour le lecteur de la pièce, nous dit, il fait, parlant à soi-même, les dialogues suivants. Il y a du pluriel, et il y a des dialogues, et on voit bien effectivement dans le texte que Argan s'adresse à un tas de gens, Toinette à la fin s'adresse à Monsieur Florent, à Monsieur Purgon et à d'autres, et même à lui-même, en se dédoublant. Et que donc, si on n'a pas des dialogues au sens habituel du terme, un personnage parle à un autre, eh bien, interpellation de divers personnages qui apparaissent dans la bouche même d'Argan. Alors, petit détail, parfois, je le disais parfois aux étudiants, dialogue, ça ne veut pas dire un discours à deux, un dia. La préposition grecque ne veut pas dire deux, mais veut dire ce qu'on trouve dans le diamètre, ce qui sépare et ce qui traverse. Dans le diamètre, voilà. Et donc, dans le dialogue, il y a séparation, il y a deux ou trois ou quatre personnages, et puis il y a traversé par la parole de cet espace-là. Et donc, c'est bien à quoi on a affaire. Donc, on a quelque chose qui relève du théâtre, en ce sens qu'il y a effectivement une scène dans laquelle il y a des personnages, dont un est vraiment physiquement là présent. Il s'agit d'Argan, on va avoir quelques précisions, et d'autres sont là imaginairement auxquels il s'adresse, mais qui sont nommés véritablement, et qui sont là présents en partie, non pas par leur corps, leur bouche, leur visage, mais par exemple, les parties d'apothicaires qui sont là vraiment présentes, et qui sont aussi comme inscrits dans le corps même d'Argan. Donc on a quelque chose de très particulier, on a un personnage qui parle, et cette parole-là, au lieu d'être simplement un monologue, et déjà des dialogues, paroles plurielles à l'intérieur. Alors, on trouve ça dans le théâtre contemporain, on trouve ça chez Valère Novarina, que j'ai cité tout à l'heure, on va trouver ça chez Beckett ou chez bien d'autres, c'est-à-dire ça parle, et en même temps, ça parle de tous les sens. Et on n'est pas dans le cadre du monologue, où un personnage maître de lui-même, plus ou moins, s'adresse à la Grèce, à Rome, etc., Auguste, qui réfléchit tout seul, etc., sur ce qu'il doit faire, ou le Cid, dans ses stances. C'est un personnage, on va dire, un peu fou, comme je suis fou volontiers, quand je suis devant mon ordinateur tout seul, que l'ordinateur ne marche pas bien et que je hurle, que je gueule et que je parle tout seul. Voilà. Hier, un de mes amis me racontait qu'il était tout seul dans sa maison il y a quelques jours et qu'il regardait à la télévision un bout d'émission sur les vaccins, ou des manifestations. Il y a une dame qui disait qu'elle était anti-vax, etc. Alors lui, il est pour les vaccins. Et surtout, il s'est énervé, il a crié des trucs genre salope, pute, enfin je sais pas quoi. Voilà. De sorte que les voisins ont cru qu'il voulait battre sa femme. Voilà. Et donc, il était un peu confus parce que tout seul dans sa maison à Dourdan, voilà, dans les banlieues bien bourgeoises de Paris, il gueulait tout seul face à la télévision contre une dame qui n'était pas là, qui apparemment était dans la Drôme. Et lui, il ne pouvait pas faire autrement que de gueuler tout seul en faisant de la cuisine, les écrevisses, je crois. Voilà, m'a-t-il expliqué. Donc, il s'est retrouvé tout idiot parce que les voisins ont cru que... Voilà. Alors donc, c'est une situation théâtrale, ridicule, mais au fond, qui n'est pas impossible, véritablement. Et Argan, donc, se parle tout seul, voilà, dans une situation qui est comme cela. Alors, effectivement, la didascalie commence par nous dire Argan, dont le nom a quelque rapport avec, évidemment, orgon, mais aussi sans doute avec argent. On voit bien, peut-être Argus ou d'autres possibilités qu'on peut faire dans les lettres de ce nom-là. Et donc, seul dans une chambre.
Alors c'est un petit détail qui est intéressant. Bon, il est dans une chambre. Alors la chambre n'est pas nécessairement une chambre à coucher au sens moderne du terme. C'est une pièce. Hein, voilà, les chambres de Raphaël au Vatican ne sont pas nécessairement les chambres dans lesquelles le pape dort. Hein, voilà. Donc il est seul dans une pièce. Mais le petit mot important et frappant, c'est ce petit adjectif seul. Il est seul. Et bien que ce personnage va être très entouré, il a des enfants, il a une femme, il a une servante, il a des médecins, cette position de solitude est très, très remarquable. Et on va dire que c'est un des traits de cette modernité de ce théâtre de Molière. Dans cette scène-là, un personnage est seul, fondamentalement seul, avec son corps, sa maladie, son fantasme, en dépit du fait qu'il appelle sans arrêt des tas de choses. Seul dans une chambre, ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Marcel Proust savent que la Devue de la recherche dans le perdu médite sur un homme qui, longtemps, je me suis couché de bonheur, qui est seul dans une chambre. Et il est seul dans une chambre, entre le sommeil et l'éveil, et il évoque aussi la solitude du malade, hein, qui est seul dans sa chambre et qui attend peut-être que quelqu'un vienne l'aider ou ne viendra pas l'aider, ou n'importe. Et quelque part, c'est un peu la condition de l'homme moderne, disons moderne et contemporain. Ce sentiment de la solitude, quelque part, dans une pièce fermée, où on va se mettre dans une sorte de délire quelconque, y compris devant sa télévision, on va gueuler salope, pute, ou je ne sais pas quoi, voilà, tout seul, de manière ridicule, et se rendre compte soudain qu'on est seul, hein, vraiment, que seuls les voisins au loin vous entendent bizarrement. Donc on a là une situation qui est frappante et qui n'est pas si habituelle que ça dans le paysage de la comédie. Dans la comédie, souvent, ça commence par un dialogue, ou un dialogue au sens de deux ou trois ou quatre personnages qui parlent, ou une scène où il y a un groupe, par exemple au début de Tartuffe, il y a Madame Pernelle qui parle, il y a toute la famille qui est là, ou début de misanthrope, il y a un affrontement entre le misanthrope et son ami Philinte. Ici, on a un personnage qui est seul, absolument seul, et cette solitude va marquer toute la pièce. Alors, il est assis, et voilà des objets, une table devant lui, donc une sorte de minimum. Voilà, j'ai la même chose. Il y a la scène, hein, il est sur une scène qui est une sorte de table. Sur la scène, il y a une table qui est une sorte de scène. Enfin, la table est sur la scène est une table, comme on veut, et il compte des parties d'apothicaire. Alors les parties, ce ne sont pas des parties pour le tout. Ici, c'est le sens de partie au sens de comptabilité d'apothicaire. Alors l'apothicaire, c'est à l'époque, c'est le pharmacien, le mot s'emploie toujours. Et donc, il a devant lui, non pas des médicaments, mais il a des factures. Et ces factures, alors, il va jouer sur les sens de mots. Et il les examine avec des jetons qui sont des moyens, non pas pour jouer, bien sûr, mais pour calculer. Hein, voilà, pour faire les additions, les choses de ce genre. Et donc, là, il n'y a pas de note dans cette édition. Mais donc, voilà, il y a un homme qui va calculer. Et il fait parlant à soi-même les dialogues suivants. Et donc la formulation est très jolie, hein, il parle à lui-même, il se dédouble en lui-même, il y a Argan qui est Argan et puis qui parle à Argan, donc ils sont deux, et il va y avoir effectivement des personnages qui vont intervenir dans ces dialogues. Et la première formule est étonnante parce que c'est une formule d'arithmétique, hein, de base, et qui est juste. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Et c'est relativement rare dans la comédie de faire apparaître des nombres. On en voit apparaître un assez grand nombre de nombres, si on peut dire, dans les comédies de Molière. Un des passages les plus célèbres de Don Juan, c'est le moment où Sganarelle demande à Don Juan, est-ce que vous croyez à quelque chose? Vous ne croyez même pas au moine bourru, au diable, ni rien? Eh bien non, cher ami, je crois que 2 et 2 font 4, et 4 et 4 font 8, par exemple. Je ne sais plus la formule exacte. Voilà. Et donc, c'est ici un argument, on va dire, libertin. Je ne crois pas au diable, je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Je crois aux mathématiques, hein, je crois exactement à l'arithmétique, et l'addition est exacte. Bon, mais ici, ce n'est pas cette formulation qui est tout à fait proposée. On a au moins une indication, c'est que Argan sait compter, qu'il n'est pas fou, que ce n'est pas un mauvais élève de la classe, il ne fait pas 3 et 2 font 6, et 5 font 12, et 10 font 14. Il est un homme comme vous et moi, c'est-à-dire un homme qui est capable de compter juste et d'être rationnel de ce point de vue-là. Alors c'est important, parce que dans le théâtre, pour faire rire, on a plusieurs possibilités. Bon, il y en a une qui consiste à présenter des personnages qui sont radicalement fous, des extravagants, à peu près délirants. C'est des comédies qui avaient lieu parfois à l'époque. Il y a des comédies qui s'appellent Les Extravagants ou autres, où on fait apparaître sur la scène des gens qui sont vraiment timbrés. Alors, la cocotte complètement folle, le soldat fanfaron ou autre. Non, non. Argan est d'abord présenté comme un personnage qui compte. Quelqu'un qui compte, c'est pas un aristocrate, c'est quelqu'un qui aime les valeurs bourgeoises. Un aristocrate ne compte pas normalement. Hein, voilà, il fait la guerre, il se convertit, enfin tout ce que l'on veut, il devient un saint, peu importe. Voilà. Mais compter, c'est un signe de bourgeoisie, c'est un signe de minimum d'éducation, et c'est un signe, on va dire, de normalité rationnelle. Donc, d'abord, Argan est un type comme n'importe qui, il compte, voilà, un homme assez médiocre. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Et le spectateur ne sait pas encore très bien ce qu'il compte. Le spectateur ne distingue pas à la place où il est que ce sont des parties d'apothicaire. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant. Là, les comptes vont s'expliquer.
Plus du 24e, c'est plus du 24e jour. Et on va voir que l'organisation de l'espèce de tirade, enfin le mot tirade ne va pas très bien ici, enfin du discours, si on veut, de Argan, s'organise en fonction du temps et de sa comptabilité. Il compte le 24e, le 25e, le 26e, le 28e jour. Donc on est plutôt vers la fin du mois. Il fait un regard rétrospectif arrière sur le temps et il fait les comptes, effectivement, de ce qu'il a dépensé pendant ce mois-là. Bon, c'est relativement logique. Et donc, ce qu'il a dépensé, c'est voilà, du 24e jour, voilà, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémollient, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur 30 sols. Donc voilà ce qu'il a dépensé, 30 sols. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de monnaie qui est dedans. Pour bien comprendre un peu le système, donc une livre, c'est une monnaie assez importante. Dans une livre, il y a 20 sols. Et donc, de temps en temps, il va convertir les livres en sols. Et les deniers sont à l'intérieur des sols. Donc, les deniers, ce n'est pas grand-chose. Les sols, c'est un peu. Et les livres, c'est déjà un bon petit paquet, en quelque manière. Voilà. Donc, il y a une somme et on va voir ce qu'il va faire. Et donc, le premier élément donc, de vocabulaire médical de l'époque, c'est le clistère. Alors, chacun sait ce que c'est que les clistères. Il y a des collectionneurs de clistères, en tout cas, il y en a plusieurs à Toulouse. Donc, c'est une espèce de machin qu'on vous enfonce dans les fesses. Et avec ça, donc, on vous fait pénétrer des produits divers et variés qui sont censés humecter, ramollir vos intestins. Donc, c'est véritablement un instrument de la médecine, disons au XVIIe siècle, très abondant. Et donc, on vous produit ainsi des lavements. Alors, petit évidemment, détail intéressant, c'est que le clistère est à la fois un instrument de la médecine, mais en même temps, c'est un instrument qui concerne ce qu'on appelle parfois dans la critique le bas corporel, donc les parties basses, peu nobles, etc. Donc le caca, enfin tout ce que vous voulez. Et donc c'est à la fois de la médecine, mais c'est aussi plutôt rigolo. Enfin c'est dégueulasse, c'est rigolo. Enfin voilà le truc. Et donc effectivement, on va voir que la thématique va nous porter beaucoup effectivement vers les écoulements, disons par en bas. Et le mot clistère lui-même est un mot technique, savant. Molière joue beaucoup sur ce vocabulaire-là, très précis. Il emploie le vrai vocabulaire de la médecine du temps, un vocabulaire que ne connaissaient peut-être pas très bien les pauvres, les paysans, les malheureux, etc., mais qui est un vocabulaire technique, comme aujourd'hui un vocabulaire technique de la médecine. Donc il emploie les vrais mots avec des origines antiques. Et il précise un critère insinuatif, préparatif et rémollient. Alors, insinuatif est un mot savant, on voit bien l'origine latine, on voit bien ce que ça veut dire. Bon, il s'insinue, d'accord, il prépare, et rémollient, eh bien, il amollit en quelque sorte les matières qui sont à l'intérieur du corps. Parce qu'en effet, si on est un peu constipé, un petit peu de rémollient va faire couler un peu mieux les choses. Voilà. Alors, les trois adjectifs qui se succèdent ont un côté rigolo parce qu'il y en a trois, justement. Il y a une rime intérieure, préparatif, diminutif, insinuatif et préparatif. Et puis après, on précise amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Donc là, c'est une citation directe de la partie d'apothicaire. Monsieur, c'est Argan lui-même, mais c'est comme si Argan se désignait lui-même à travers un discours qui est celui qui est tenu par l'apothicaire. Donc, ces trois éléments qui nous donnent effectivement les entrailles de monsieur. Alors, vous êtes béni entre toutes les femmes, dans les entrailles de la mère, etc. Là, ce ne sont pas les entrailles de la Vierge Marie, c'est les entrailles de monsieur qui sont vraiment très matérielles et on voit à peu près ce qu'il y a dedans. Et ceci coûte 30 sols. 30 sols, c'est pas mal dans l'argent de l'époque. Difficile de faire les équivalents, mais c'est peut-être 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, c'est pas la fortune, mais c'est pas mal. Ce qui me plaît de Monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ces parties sont toujours fort civiles. Alors, dans le rat de ville et le rat de champ, on sait que le rat de ville traite de façon fort civile le rat des champs en l'invitant à des reliefs d'ortolande. Donc civil, ça veut dire courtois, poli, agréable, en fonction des civilités de la ville, etc. Donc, être civil, c'est bon, là, bien formé. Et les parties de M. Florent, c'est-à-dire les factures que rédige l'apothicaire, sont écrites en langage bien fait, courtois, aimable, tout ce que l'on veut dans ce genre. Voilà le sens. En même temps, les parties civiles, on sait que depuis longtemps, quand on parle des parties nobles, des parties génitales de l'homme, il y a un sens plus ou moins médical. Voilà. Et les parties civiles, bon, on sait aussi que dans le vocabulaire de la justice, voilà, ces mots ont des sens divers. Et donc, effectivement, les parties fort civiles, c'est une sorte d'invention lexicale de Molière, assez drôle, puisque ça joue à la fois sur les parties d'apothicaire, on va revoir le sens de cela, les parties civiles, les parties du corps, mais aussi les parties éventuellement civiles, le tribunal, etc. Et voilà, tous ces sens-là. Et donc, évidemment, cela me plaît beaucoup, parce que effectivement, c'est bien, effectivement, au moins c'est ça. Mais les entrailles de monsieur, 30 sols, c'est-à-dire, au lieu de dire mes entrailles,
Au lieu de dire me faire payer 30 sols pour me soigner moi, il se découpe en deux personnages, moi et monsieur. Il se met à la place de celui qui reçoit la facture, mais qui n'est pas véritablement celui qui est soigné, les entrailles de monsieur, 30 sols. Et là, Argan se met en trois positions. Il est à la fois le corps soigné, il est le corps payant et il est le corps commentateur. Voilà, donc il va y avoir trois Argans. Argan, c'est celui qui est malade, enfin qui croit qu'il est malade. Argan, c'est celui qui paye. Et Argan, c'est celui qui ne veut pas payer. Et donc, 30 sols, non, c'est pas possible. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. Alors là, on croirait qu'on est au Maroc en train de marchander, voilà, un tapis ou autre. Donc, il va entreprendre de faire baisser, de son propre chef, le prix des ordonnances de monsieur Purgon et de monsieur Florent, l'apothicaire. Et donc, il va abaisser effectivement de 30 sols à quelque chose d'autre, et il va dire 20 sols, hein, voilà. Et donc, il ne faut pas écorcher les malades. Bon, là, astuce, jeu de mots, on voit bien ce que veut dire écorcher, on voit bien l'état de martyrs par-ci par-là qui sont écorchés, c'est pas très agréable, mais on sait aussi que de manière, disons, au sens second, écorcher quelque chose, écorcher quelqu'un, c'est le voler, le piller, etc. Et donc, l'invention lexicale consiste à fabriquer cette expression écorcher les malades, qui est compréhensible en ce sens, ça veut dire ne pas épuiser des malades à force d'argent qu'on leur prend, hein, véritablement. Mais en même temps, physiquement, c'est terrible parce qu'un médecin, évidemment, n'a pas à écorcher les malades comme un bourreau va particulièrement cruel écorcher cela. Et donc, ils se sont écorchés. Alors, évidemment, il va baisser effectivement 30 sols en lavement. Je suis votre serviteur, c'est-à-dire non, hein, je ne veux pas. C'est ironique, hein, je ne suis pas votre serviteur. En réalité, la formulation qui est toute faite, hein, ça veut dire je ne vais pas vous payer vous-même cela. Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols, et 20 sols le langage apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Et donc ailleurs, vous me faites payer non pas 30 sols, mais 20 sols. Et quand vous faites payer 20 sols, c'est en langage apothicaire, c'est-à-dire le double déjà de ce qu'on doit donner. Le langage apothicaire, ils sont trop chers, les apothicaires. Les médecins sont très chers, les apothicaires aussi, bien entendu. Et donc c'est 10 sols. Et donc, je vais vous payer 10 sols. Hein. On parle de 30. Hein. D'autres fois, vous me donnez 20. 20, c'est trop. Ça sera 10. Hein, voilà. Donc on a une réduction. Et donc c'est assez joli parce qu'on va apparaître deux aspects d'Argan. D'un côté, Argan se fait donner des lavements pour que ça coule, hein, parce qu'il est apparemment constipé, donc il faut des émollients, des choses comme ça, il faut que ça passe. Mais en même temps, Argan n'a pas envie que l'argent coule non plus. Il y a quelque chose de rapport entre la coulée, on va dire, du caca, si on veut, d'accord, qui obsède effectivement Argan. Il faudrait que ça coule, que ce soit un flux, on va dire, physique, véritablement, quelque chose qui coule naturellement, voilà, hein, comme les atomes coulent dans le monde d'Épicure et de Lucrèce, bien sûr, comme les rivières coulent et tout ça. Mais en même temps, il ne veut pas que son argent coule. Et donc, il est pris dans deux fonctions à la fois. D'un côté, il veut que ça coule, et de l'autre côté, il veut retenir. Voilà la chose. Il est constipé du fric, mais pas du reste. Enfin voilà. Donc c'est assez compliqué. Le personnage, et c'est un des intérêts d'Argan, est en vrai à partie double, si on peut employer encore ici ce mot de partie dans un autre sens encore. Il est à la fois avare, non pas au sens de cupide, mais d'économe, véritablement. Il est un thésauriseur, il n'a pas envie de dépenser, mais en même temps, il veut que ça coule. Et quelque part se lie quelque chose qui est... Il ne veut pas que sa vie s'écoule, il ne veut pas glisser vers la mort. Et donc, il veut garder son argent. Et donc, il est dans une contradiction absolue parce qu'il pense que pour garder sa vie, il faut qu'il dépense quand même de l'argent en payant les médecins. Et en même temps, il ne veut pas trop dépenser d'argent. Et donc, c'est très embêtant parce qu'il veut dépenser de l'argent dans la direction des médecins, mais en même temps, il ne veut pas trop en dépenser. Et donc, évidemment, il devient un personnage ridicule, ou si on veut extravagant, pour employer notre vocabulaire, un peu discutable d'ailleurs, qui est effectivement une contradiction dans les termes. Alors, le génie de Molière, c'est de mettre en rapport l'argent et l'excrément, on va dire. Non pas qu'il veuille dire l'argent c'est du caca, quelque chose comme ça, mais il y a un rapport très profond chez lui entre le scatologique et l'argent, le financier. Ça se voit aussi dans la pièce qui s'appelle L'Avare, dans lequel l'avare, le héros, c'est Harpagon, bien sûr. Et vous entendez des d'avare, arban, arcagan, argent, etc. Le malade imaginaire est un réel économe, véritablement, hein, en même temps. Mais il y a un rapport qu'on a avec l'argent, tous souvent, hein, qui est un rapport quelque peu imaginaire aussi, hein, un rapport de fantasme, on va compter nos sous, enfin tout ça. Donc il compte à la fois ses sous et il compte les médicaments qu'il a. Et vous constatez qu'au XVIIe siècle, il n'envoie pas les feuilles à la Sécurité sociale, à la CPM de Toulouse d'ailleurs. Hein, voilà, il n'y a pas de gens comme ça. Il ne sera pas remboursé. Et donc 20 sols en langage apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, donc voilà une réduction, 30, 20, 10. Hein, et donc 10, c'est une demi-livre. Hein, voilà ça. Les voilà.
plus du 10 jours, donc je crois qu'on est le 28, je ne sais plus, un clistère détersif. Donc voilà un nouveau clistère qui vient s'introduire dans les fesses. Alors celui-là, il est fait pour détersif, donc on emploie toujours des produits détersifs pour décaper, nettoyer profondément, voilà les choses, composé avec du catholicone double. Alors le catholicone est un purgatif universel qu'on emploie volontiers et qui fonctionne bien, du miel rosa, du miel je crois avec un peu de rose à l'intérieur, et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Et donc, il divise par 3 aussi. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez comme ça dans la vie, quand vous recevez des factures de votre spécialiste en cheminée ou en voiture en disant la voiture 10 000 euros, allez, 3 000, etc. Voilà. Donc, on a un personnage assez gonflé quand même. Hein. Voilà. Bon, quand je vais voir le médecin, etc., et s'il me dit, voilà, votre prescription c'est 30 euros et que je lui dis, mon monsieur, t'es 10, bon, j'imagine la situation. Alors, bon, je suis calme parce que la Sécu va me rembourser 30, enfin, non pas 30, mais 24, 22, hein, une chose comme ça, mais voilà. Donc, on a un personnage qui est 2 fois étrange. Hein. Il est étrange parce qu'il est manifestement, on le sent bien obsédé par la médecine, par sa santé, mais aussi étrange parce qu'il est vraiment obsédé aussi par l'économie et il a des manières de faire assez étranges. Et puis il a un vocabulaire très concret. Alors là, on est vraiment dans le vocabulaire du comique. Balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. Alors, pour nous, on n'est pas tout à fait dans cette théorie du comique au XXe ou XXIe siècle, même si on l'habite un petit peu. Pour la poétique, on va dire classique, le haut, ce qui va du côté du ciel, de l'esprit, c'est du côté du sérieux, du grave, éventuellement du sublime. Et ce qui concerne le bas est presque nécessairement comique. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle le genre burlesque consiste à ramener des choses d'en haut vers le bas. On tombe dans le caca, dans le corps, etc. Et inversement, ce qu'on appelle l'héroïque comique consiste à partir du bas et à monter de manière un peu abusive vers le haut. Alors, c'est quelque chose qui est toujours un peu dans nos esprits, hein, tout de même. Effectivement, quand Coluche fait rire, il fait rire en général avec des blagues ayant trait, disons, au bas corporel. Mais on connaît aussi un autre type de comique, hein, qui est celui, par exemple, de Raymond DeVos, c'est-à-dire le comique de l'absurde. Raymond DeVos ne joue pas, essentiellement pas, sur ce comique du haut et du bas. Il joue sur des comiques, disons, d'incohérence logique ou de cohérence extrême logique, qui deviennent des incohérences. Alors, il y a d'autres modalités de comique que l'on connaît bien. Mais le comique au XVIIe siècle, le comique de roman comique, c'est le comique qu'on voit volontiers dans Charlot, hein, mais il n'y a pas que ce comique-là, c'est Charlot, où des gens tombent du haut vers le bas, sans arrêt. Dans les Fables de La Fontaine, chez Molière, ce vocabulaire du corps, balayer, laver, nettoyer, le bas-ventre, la présence du bas-ventre, est déjà par soi-même quelque chose qui prête à sourire des gens qui vont trouver sérieux, grave, sublime, vraiment poétique dans un sens qu'on pourrait donner aujourd'hui à ce mot, disons des pièces comme celle de Phèdre ou des épopées comme celle de Chapelain ou autres, voilà, hein, dans Phèdre, dans le Cid, dans, je sais pas, dans Horace ou autres pièces très connues, vous ne trouverez pas des mots comme balayer, laver et nettoyer le bas-ventre. Vous n'avez pas quelque chose comme balayer le bas-ventre d'Hippolyte, de Phèdre, de Thésée ou d'un autre, hein, bien entendu. Et vous avez remarqué que dans les tragédies, personne ne mange et personne ne va faire caca ou pipi. Hein, voilà, c'est comme ça. Phèdre qui dit, écoutez, j'arrête ma tirade pour aller faire pipi. Hein, voilà. Non, non, ça c'est, on sait immédiatement qu'on est dans une rupture absolue de ton. Évidemment, on sait bien que Phèdre, Thésée, Hippolyte, Horace, etc. ont des corps, que sans doute ils mangent, etc., qu'ils ont des rapports corporels, bien entendu, mais sur la scène, on n'en parle pas, hein, ça n'apparaît pas, et Sganarelle, au contraire, dans Don Juan, mange, c'est un comique, voilà. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui font rire, hein, déjà, et peut-être davantage rire au XVIIe siècle que nous-mêmes, hein, voilà. Donc, balayer, laver, nettoyer, et cela permet aussi, évidemment, des jeux de scène, des jeux de mouvements, hein, qui sont divers et variés. Avec votre permission, 10 sols, donc ça suffira bien. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique. Alors on sait bien donc l'hépatique à voir avec le foie, donc c'est une potion pour le foie, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, donc c'est une reprise du texte d'une des parties, encore une fois, 35 sols. Commentaire, donc c'est le argan commentateur, c'est pas le organ malade ou l'organ qui paye. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. Et donc, il est très content, ça marche, pourquoi pas. Il est prêt, à la limite, à payer un petit peu, 10, 15, 16 et 17 sols 6 deniers, plus du 25e. Et donc, on avance dans le temps. La
tirade, enfin la tirade, le discours, l'énoncé de notre ami avance dans le temps, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec Senez-Levantin et autres, donc Levantin qui est censé venir du Levant, vous savez, donc du Moyen-Orient, donc ça vient de loin, donc c'est cher, et autres suivant l'ordonnance de M. Purgon pour expulser et évacuer la bile de M. 4 livres. Alors voilà un personnage dont on n'a pas vu encore le nom. On a vu Monsieur Fleurant, qui fleurait bon, tout ce qu'on veut. Et voici Monsieur Purgon, qui est un nom portrait qui va très bien. Alors on sait que Molière est un artiste des noms, hein, véritablement. Certains sont pris dans la tradition du roman, plus ou moins pastoral. D'autres sont vraiment inventés par lui-même, ou probablement largement inventés par lui-même, comme Tartuffe et son nom propre. Il invente dans le mal imaginaire des noms de médecins. Donc Purgon, on voit bien le rapport avec purger, et voilà, tout cela, qui est d'ailleurs un honorable médecin qui croit et qui est censé peut-être croire à ses propres sottises. Et puis il y a surtout la famille Diafoirus, dont un fils, le fameux Thomas Diafoirus, qui est censé devoir épouser la fille d'Argan, disons le balai imaginaire. Et les Diafoirus, on voit bien qu'il y a foire et diarrhée, enfin, voilà, vous faites tous les jeux de mots que vous voulez. Et donc Purgon est lui-même un nom portrait, mais un nom un peu moins ridicule que les personnages qui sont vraiment encore plus ridicules que lui, les Diafoirus, qui apparaissent un peu plus loin dans la comédie. Donc Fleurant, Purgon, constituent des noms qui apparaissent et qui vont être des personnages. On est dans ce qu'on appelle scolairement une scène d'exposition. Donc le personnage, enfin l'écrivain, se met en travail, enfin c'est l'écrivain qui fait ça, pour que le spectateur ait déjà un certain nombre d'informations sur non seulement celui qui parle, mais l'environnement qu'il est là. On sait qu'on est dans un milieu bourgeois, on va dire, il y a une chambre, il y a de l'argent, on a quelqu'un qui est rationnel, on est quelqu'un qui est obsédé par la médecine, mais il y a aussi un médecin qui est nommé Purgon, il y a aussi un apothicaire qui s'appelle Monsieur Fleurant. Et donc, Monsieur Fleurant, c'est se moquer, il faut vivre avec les malades. Monsieur Purgon nous a pas ordonné de mettre 4 livres. Argan est assez méchant, hein, assez habile. Il essaie de trouver une faille entre l'apothicaire et le médecin. On le fait toujours, bien entendu. On va essayer de convaincre l'apothicaire de vol par rapport à ce qu'a voulu le médecin, ou vice-versa, bien entendu. On accuse les laboratoires, par exemple, très volontiers, de s'en mettre plein les poches. Alors là, les laboratoires, c'est non pas le Big Pharma, c'est Florent, hein, qui est là véritablement. Et Florent, donc, serait un pillard du pillard, en quelque façon. Hein, voilà, on peut le dire comme ça. Si Purgon est un pillard. Mettez 3 livres, s'il vous plaît, ça suffira bien. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente. Et donc voilà cette potion anodine qui est un analgésique, donc qui se rajoute pour faire reposer monsieur 30 sols, bon 10 et 15 sols, plus du 26e, et on avance dans le temps, un clister carminatif pour chasser les vents de monsieur 30 sols. Alors on voit que ça s'allège peu à peu. On est parti vraiment du bas corporel tout à fait, du caca, on est passé à la bile, ça montait un petit peu, et maintenant on est au vent. Hein, voilà. Alors est-ce que c'est plus agréable la bile que le caca, ou les vents que ce qui précède, peu importe, on voit que tout ce qui surgit du corps est plus ou moins envisagé progressivement. Mais tout ça est pensé comme plus ou moins comique et plus ou moins dégueulasse. Et c'est très beau cette formulation-là, pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. Alors, appréciez le rapport entre les vents de monsieur, alors, parce que vent, toutes sortes de sens, hein, même poétique, enfin, voilà, les vents, les humides bords des royaumes du vent, etc. Mais ici, c'est pris dans un autre sens qui est moins poétique, chasser les vents de monsieur. Et puis, traduction, chasser les vents de monsieur, virgule, il n'y a pas, cela coûtera 30 sols, non, 30 sols, hein, ellipse maximum, 30 sols, non, pas 30 sols, 10 sols. Et crac, on divise d'un facteur 3, la division qui intéresse effectivement généralement monsieur Argan. Monsieur Florent, plus de clister de monsieur réitéré le soir, comme dessus, 30 sols, monsieur Florent, 10 sols. Donc 30,
10, voilà, on divise par 3. Bon, c'est un bon rabais. Enfin, je pense que si on va voir les commerçants en disant on divise par 3 le prix, bon, on aura quelques problèmes, mais voilà. Plus du 25e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur, 3 livres, bon, 20 et 30 sols, encore réduction. Quelque part, cette réduction systématique et répétée, hein, on va faire une sorte de parenthèse un petit peu de cela, a plusieurs intérêts dramatiques. D'abord, une première chose, c'est qu'il n'y a pas de vrai prix. Si il y a un vrai prix, par exemple, si on dit ce livre vaut, je sais pas, 50 euros, et qu'on est d'accord dans tous les librairies de France et de Navarre, ça vaut 50 euros, on va dire il y a une sorte de vrai prix qui est là, une sorte de vérité, presque on va dire catholique, comme il y a le prix de l'or. Voilà, c'est presque rassurant. Ici, on dirait qu'il n'y a pas de vrai prix. Argan ne croit pas au prix que lui donnent les médecins et les apothicaires. Au fond, il croit aux médecins, mais il ne croit pas à l'honnêteté des médecins quant à l'argent qu'ils demandent. Hein, il rabaisse constamment. Et donc là, il y a quelque chose de très étrange. Argan a le plus grand respect pour le médecin, mais en même temps, il ne croit pas à la valeur de la chose. Hein, il m'arrive parfois, par exemple, de discuter, je sais pas, du prix du livre avec Christian Torel, de dire, bon, ce livre, on suppose qu'il le vend 50 euros, bah, c'est trop cher, 50 euros, enfin voilà, je ne crois pas à ces prix-là, Christian Torel, vous en faites plein les poches, et les éditeurs aussi, etc. Mettez-le à 10 euros. Alors il réagit, mais non, il y a le vrai prix du livre, il finit par me convaincre qu'effectivement, un livre doit valoir une certaine somme à peu près. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte d'accord politique qui fait qu'on se dit il y a une sorte de vrai prix, alors peut-être un petit peu des variations, mais c'est pas de 1 à 3. Ici, il y a quelque chose d'un peu délirant dans cette baisse, divisé par 3, c'est que c'est pas juste un petit peu moins. On divise complètement et on a le sentiment qu'il n'y a plus de vérité des prix, hein, vraiment, enfin, pour employer une formule publicitaire, mais qu'au fond, Argan ne croit pas tout à fait, effectivement, à l'honnêteté des médecins et des apothicaires avec lesquels il est. Ou plutôt qu'il est effectivement pris par deux passions. D'une part, la passion que ça s'écoule bien, que les vents circulent bien, qu'il accueille des fluides qui passent bien, mais en même temps, il ne veut pas que ça coule. Donc c'est là qu'est l'espèce de contradiction de ce personnage-là qui est assez magnifique. Hein. Voilà. Deuxième remarque, la tirade, d'un certain point de vue, on pourrait dire, n'avance pas. On pourrait dire, mais il ne se passe rien sur cette scène. Ça fait déjà, cher ami, Molière, 10 minutes, 7 minutes ou 8 minutes, selon le rythme metteur en scène, que vous nous montrez un type sur la scène. Il ne se passe rien, quoi. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de coup d'épée, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de poursuite de bagnole, il n'y a rien du tout. Ça fait déjà un certain temps que ça répète, que ça ressasse sans arrêt. Et donc, on pourrait être très critique. Je ne sais pas, au début de Phèdre, vous savez, ça commence vite. Hein. Le dessin est pris, je pars, cher Théramène. Ah ouais, chouette, il part comment? Enfin, voilà. Donc, il y a une action. Hein, voilà. Il veut quitter l'aimable Trézène. Bon. Dans le début du Tartuffe de Molière, il y a un affrontement très grand entre Madame Pernelle et le reste de la famille. Donc, il y a un agone. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Or, ici, il y a quelque chose, alors j'ai envie de parler un peu comme Beckett, qui suit son cours. Vous savez, dans fin de partie de Beckett, quelque chose suit son cours. Il y a un personnage qui suit le cours du mois en disant, voilà, le 25, tel médicament, le 26, tel médicament, le 28, tel médicament, ça a coûté ça, et ça, et ça. Et ça se répète, et chaque fois, c'est la même chose, des noms de médicaments, de petits des trucs comme ça. Et chaque fois, il dit, oh, c'est trop cher, on baisse le facteur 3, à peu près. Hein, voilà. Et donc, il y a une sorte de ressassement, de répétition de la chose. Alors, d'un certain point de vue, on pourrait dire que ce n'est pas très dramatique parce qu'il ne se produit en fait rien. Ou plutôt, il ne se produit rien d'autre que du langage sans fin, interminable, qui ne cesse de sortir comme d'un volcan de la bouche de ce pauvre Argan. C'est quelque chose qui parle. Ça parle sans arrêt. Il est celui qui toujours a quelque chose à dire et qui est toujours la même chose. Il ne sort pas de son propre discours, il continue. Et donc, il utilise effectivement les noms, il utilise les jours du mois, il utilise les noms des médecins pour parler sans fin. Et donc, on connaît bien ce genre de procédé. Hier encore, j'étais au téléphone pendant la journée, il y avait une dame qui me téléphonait et qui, pendant une heure et demie à peu près, me racontait les problèmes de son collège et de son lycée. Et moi, j'avais posé le téléphone, elle parlait. En même temps, je faisais autre chose. Voilà, hein, voilà, je me brossais les dents. Et voilà, et mon épouse est entrée à un moment, elle a vu que j'avais le truc. Bon, et voilà. Et ça parle. Pas ça. Cette dame était mal, elle avait des choses à me dire, mais elle avait envie surtout de parler. Alors, on connaît ça. Moi, le premier, je suis un abominable bavard. Donc, je parle, voilà, sans arrêt. Bon, voilà, répétant les mêmes choses. Et donc, c'est un trait étonnant que saisit Molière du personnage qui est, à certains égards, un nouveau personnage. C'est pas le matamore, vaniteux et autres. C'est le personnage qui est habité par un discours. Il est possédé. Il y a quelque chose qui parle en lui qui ne peut pas s'empêcher de parler. Alors maintenant, s'il y a deux flux qu'on a évoqués dans la pièce, il y a un flux donc, qui est le caca, les vents, enfin tout ce qu'on veut. Il y a un autre flux qui est l'argent qui coule, qui risque de... Et donc, il essaie de contrôler ces flux, que ça se passe bien à ses yeux. Il y a un troisième flux,
maintenant c'est le point de conclusion de cette remarque, qui est le flux de la parole. C'est-à-dire, effectivement, il parle, tu parles. Voilà, depuis le début, il parle sans arrêt. Ça coûte rien de parler. Il n'y a pas de médecin pour lui dire, écoute mon vieux, arrête de parler, quelque chose comme ça. Et nous, on est là, on contemple le spectacle interminable de la parole. Ce personnage est non pas un puits de parole, mais une espèce de volcan de parole. Ça parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et paradoxalement, depuis le début, on nous dit qu'il est seul. Il est seul et il parle. Il n'a donc pas besoin de dialoguer, de converser. Alors, si on prend le mot converser, c'est un mot très important du XVIIe siècle. Vous savez, un grand critique mort maintenant, qui s'appelle Marc Fumaroli, avait introduit la notion de conversation de l'esprit, en disant qu'un des grands arts du XVIIe siècle, c'est l'art de la conversation. Qu'est-ce que c'est que la conversation? C'est plusieurs personnages qui échangent entre eux des idées, des sentiments, en se respectant les uns les autres, en s'écoutant, en se faisant plaisir. Ce n'est pas le dialogue philosophique, il y a du plaisir, du jeu, etc. Mais donc, si je converse avec quelqu'un, je ne fais pas ce que je suis en train de faire là, je suis un ennuyeux professeur. Quand on converse, on est à partie égale avec des hommes, avec des femmes entre elles, les hommes entre eux, peu importe, mais qui se respectent, qui s'estiment, qui s'éjouissent les uns les autres parce qu'ils se disent et qui s'écoutent. Et donc, la conversation, c'est un signe de la civilité en particulier. Donc, il faut être fort civil, fort éduqué, si on veut, maîtriser bien la langue française, mais aussi les codes, maîtriser aussi sa propre vanité, qui fait qu'on a toujours envie de parler tout seul, maîtriser ses folies diverses pour entrer dans la conversation. Et Argan est loin de la conversation, il est l'anti-conversation. Il est presque une sorte de malade de la parole. Il est tellement malade de la parole qu'il parle tout seul, en s'inventant des personnages qui à la fois n'existent pas et qui existent, qui n'existent pas parce qu'ils ne sont pas là, qui n'existent pas aussi parce qu'ils n'ont pas la valeur philosophique ou médicale qu'il leur accorde, mais qui existent parce qu'ils sont dans sa tête. Ils existent vraiment, il les fabrique lui-même. Et donc, on a une sorte de théâtre de la parole qui est extraordinaire. Et là, pour retrouver ce genre de choses dans le théâtre, il faut aller vers les auteurs français, américains ou anglais du XXe siècle. Voilà. Il faut aller éventuellement aussi vers Ulysse, Joyce ou autres. Voilà ces personnages qui parlent sans arrêt et qui se noient dans leurs paroles. Pensez aux Les Beaux Jours de Samuel Beckett. Vous avez une femme qui s'enfonce peu à peu dans le sol et qui parle toute seule, voilà, et qui disparaît progressivement. Argan est ce personnage qui parle tout seul. Ça pourrait durer toute la pièce. Alors, Molière n'est pas Samuel Beckett. Il va faire intervenir des personnages ensuite. Plus une potion cordiale donc pour le cœur et préservative qui n'a pas rapport avec les préservatifs au sens moderne du terme, mais le mot existe déjà, composée avec 12 grains de bézoard. J'aime beaucoup les grains de bézoard. Bon, alors c'est une pierre médicinale, j'ai appris ça par les notes, servant d'un excellent contrepoison et qui se trouve dans l'estomac et autres cavités internes d'une matière de bouc des Indes orientales qui ressemble en partie à un cerf et en partie à une chèvre. Et donc c'est Thomas Corneille qui donne ces définitions que j'ai lues dans le dictionnaire des arts et des sciences. Thomas Corneille étant le frère de Corneille. Le bézoard était sans doute cela, mais aussi le plaisir des mots. Alors, Molière est un grand écrivain, en ce sens, c'est un grand poète, c'est qu'il fait apparaître des quantités de mots qui sont étranges, et le bézoard, alors on ne sait pas ce que c'est, on dirait un casoar, enfin on peut rêver, enfin vous avez le côté schmilblick du bézoard. Qu'est-ce que c'est qu'un bézoard? Vous avez 10 secondes, voilà, c'est le jeu des 1000 francs, question super banco, voilà, quelque chose comme ça. Mais en même temps, le mot est extraordinaire, drôle, et la médecine, c'est aussi l'arrivée de tout un tas de vocabulaire, ça continue à être vrai. Moi je suis fasciné quand j'entends les débats sur la Covid, il y a des mots sans arrêt, je n'y comprends absolument rien, je ne sais pas, l'ARN messager, j'adore l'ARN messager, vraiment, je suis fanatique de l'ARN messager, je ne sais pas, enfin, je vois Apollon, messager des dieux,
mercure. Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, voilà. J'ai une amie là, à l'académie qui s'appelle Isabelle Marie Denot qui nous parle régulièrement des macrophages, des lymphocytes, etc. Mais j'adore, enfin voilà, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Enfin c'est bien, quoi, c'est très bien. Alors bon, le bézoard, j'adore. Les sirops de limon, c'est pas mal. Alors évidemment, on sait davantage que c'est parce que c'est les citrons, bon voilà, lemon, etc. C'est le temps où les Français parlaient parfois anglais ou les Anglais ne savaient pas encore qu'ils parlaient français. Grenade et autres, suivant ordonnance, 5 livres. Ah monsieur Florent, tout doux s'il vous plaît, si vous agissez comme cela, on ne doit plus être malade. Ah ben oui, alors là c'est une des plus belles répliques du ballet imaginaire. Au prix où ça coûte, on ne va pas plus être malade. Et donc on comprend, c'est assez étrange, que quelque part le plaisir d'être malade, c'est de payer, mais de pas trop payer. Quelque part, c'est la sécu, voilà, c'est ça, voilà. Et alors, c'est un vrai plaisir de payer sans payer. Enfin, de payer en payant le minimum. Et alors, je sais que je l'éprouve un peu quand je vais chez le médecin. Si on me demande pas de payer, je suis pas bien, quoi. Voilà, le médecin est un charlatan. Voilà, voilà. À midi, je déjeunais avec un ophtalmo qui veut m'inviter à m'examiner mes yeux sans me faire payer. C'est pas sérieux, hein. Voilà, j'y crois pas. Je pense que ce type est louche. Voilà. S'il me fait payer, je me sens mieux tout de suite, hein. Voilà. Mais pas trop non plus, hein. Pas trop, voilà. Parce qu'à ce moment-là, je veux pas être malade. Donc je veux pas mourir ruiné. Voilà le truc. Et donc là, il y a quelque chose. C'est ça qui est génial chez Molière, de très humain. Et c'est étrange parce que c'est une comédie qui a plusieurs siècles, qui nous évoque une médecine que nous ne connaissons pas, qui n'est pas la nôtre, etc. Mais elle est immédiatement directe. Et quand je parle avec des médecins qui me racontent des anecdotes de médecins, effectivement, tout le temps, c'est des anecdotes qui sont de ce genre-là, toujours aujourd'hui, en 2021, 2022 maintenant. Alors ensuite, il compte ses médicaments. Alors ça, c'est très joli. C'est très joli théâtralement parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire au théâtre, dire cette série de mots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines, et puis ensuite, ça monte jusqu'à 12 lavements. Il faut les compter devant le public, qui doit trouver ça un peu pénible quand même, parce qu'il ne se passe toujours rien, toujours pas d'histoire d'amour, toujours pas de poursuite en bagnole, toujours pas de crime, de coups d'épée, etc. Et il y a un type tout seul sur la scène qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce n'est pas 7, 8 histoires d'amour ou n'importe quoi de ce genre. À l'arrivée, c'est le mot décevant, lavement. Et donc, le comédien a toute liberté de faire durer ça quelques secondes, ou de le faire durer une minute ou deux, de le faire qu'il se lève, d'agir, etc. Enfin, il y a plein de possibilités avec ça. C'est un champ pour la mise en scène. On peut le dire très vite, très lentement, rouler les airs, enfin tout ce que l'on veut. Ça peut être absolument ennuyeux, ça peut être très bien. Et il compte, et il compte, et il compte. Et on sait bien qu'une partie de la folie des hommes, c'est de compter sans arrêt, de compter l'argent qu'on a à la banque, de compter les enfants qu'on a, de compter les voitures que l'on a, de compter les chevaux que l'on a, les maîtres vapeur, ou ce que l'on veut dans ce genre, voilà. Et de compter, de compter, de compter. Compter est une manière de se rassurer face à l'infini qui nous perd, hein, voilà. Et il y a des gens, je me souviens de personnages que je connaissais qui, devant un grand barrage dans les Pyrénées, me disaient des choses comme ça fait 123 000 mètres cubes. Et puis après avoir réfléchi, non, pas 123 000, peut-être 150 000, j'ai compté mieux, enfin, etc. Voilà. Donc le fait de compter est une manière d'affronter le monde et d'échapper à la mort. Hein, voilà. Mais c'est tragique, hein, mais c'est très, très, très ridicule. Et le commentaire est magnifique et merveilleux. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre, oui, puisque donc ce mois-ci, il a pris moins de médicaments que le mois précédent. Et donc, effectivement, moins de médicaments, donc moins de bonne santé, moins de santé. Et donc, on sait bien ça aussi, hein, si le médecin ne me donne pas des médicaments, même si j'ai payé chez lui, ce qui me rassure un peu, mais s'il ne me donne pas assez de médicaments, je sors un peu déçu. Et donc, je crois que je vais aller voir un autre médecin pour avoir mon bon paquet. En tout cas, en France, pays champion apparemment de consommation médicale, dit la sécurité sociale de Toulouse d'ailleurs, eh bien, effectivement, si je n'ai pas assez de soins, je suis de plus en plus malade. Et on le sait bien, plus on soigne, plus on est malade, plus on est malade, plus on soigne, et donc plus on est malade, etc. Et donc, là, il y a quelque chose de ridicule qu'on observe chez autrui, mais qu'on observe aussi volontiers en nous, en tout cas en moi. Et donc, on est dans la position vraiment du moraliste. Alors, moraliste au XVIIe siècle ne veut pas dire moralisateur au sens un peu XIXe siècle. C'est j'observe avec lucidité l'humanité et je mets dans des textes, par exemple des comédies, par exemple des fables, La Fontaine, par exemple des machines à Foucault, le résultat de mes observations et à l'humanité, avec ces observations-là, d'en faire un peu ce qu'elle en veut. Un moraliste un peu plus tardif, qui s'appelle le duc de Saint-Simon, appelle ça, quand il rédige ses mémoires, une double charité. Qu'est-ce que c'est que la double charité? J'écris l'horreur de l'humanité, telle que je l'observe à Versailles. Mes premières charités, je mets ces observations dans des livres, de sorte qu'effectivement les gens, quand ils les liront dans un siècle ou deux, seront prévenus de ce que c'est que l'humanité. Et deuxième charité, je fais en sorte de ne pas blesser les gens qui sont vivants actuellement. Et donc j'attends leur mort et ma propre mort. Et donc on ouvrira les caisses plus tard. Voilà. Et donc c'est cette idée d'écrire pour faire
part à autrui, peut-être dans des générations plus tard, d'observations que l'on a fait sur l'humanité, d'observations dont ils pourront faire usage ou non. On lit les fables de La Fontaine, on va en faire quelque chose ou non. On va peut-être simplement s'en divertir. C'est le programme que se donne Molière, c'est le programme aussi que se donne La Fontaine. Hein. Le mot divertir apparaît dans l'espèce de prologue du Malade imaginaire, mais ce divertissement n'est pas nécessairement vain, comme le divertissement pascalien. On peut s'en instruire, mais ce n'est pas sûr qu'on s'en instruise. C'est possible que tout ça soit inutile. Mais dans le texte-là, on nous fait voir quelque chose qu'on ne condamne pas, qu'on observe, qu'on nous invite à rire, mais en sachant bien que c'est un trait d'humanité. Nous avons tous peur de la mort et nous cherchons tous des béquilles pour lutter contre elle. Eh bien, cela, je ne m'étonne pas si je me porte bien. Je le dirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à cela. J'ai confiance dans ce médecin qui tente de m'escroquer sur l'argent. Je vais lui dire, c'est une sorte de papa, de pape, de Dieu protecteur. C'est à lui que je vais dire. Et on sait bien cette question que pose aussi Beckett dans le Tendant Godot. J'ai envie de pouvoir dire à quelqu'un, pourquoi pas au médecin, au général, au pape, au professeur, à quelqu'un, quelque chose. Je vais le lui dire à mon médecin. Ma grand-mère me parlait toujours de ça, mais bien avant sa mode. Je vais dire au médecin que j'ai ceci ou cela. Je vais dire comme si le médecin était le consolateur universel. Et pourtant, il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. J'ai beau dire, on me laisse toujours seul. La première comédie de Molière, peut-être la première comédie de Molière, dont il nous reste le texte, mais ce n'est pas le texte peut-être de Molière, puisque ça a été édité au XVIIIe siècle, s'appelle La jalousie du barbouillé. Et la première phrase de la première comédie, c'est le barbouillé, donc le barbouillé, bouilli, barbouillé, enfin voilà. Il commence par dire, il faut l'avouer, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Voilà. Et donc ça commence par quelque chose de très triste, hein, qui est extrêmement drôle, hein, parce qu'effectivement, si quelqu'un dit je suis le plus heureux de tous les hommes, on a envie de rigoler, aussitôt on est affreux. Et là, c'est d'une tristesse infinie, il n'y a personne, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans ce qu'on appelle les maisons de retraite, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de maisons, c'est absolument tragique, il y a des gens qui vivent ça. J'ai beau dire, il n'y a personne, on me laisse toujours seul. Et des quantités de gens sur la Terre sont laissés dans la solitude, et peut-être même quand ils sont au milieu de la foule, même à Ombre Blanche ou ailleurs, j'ai beau dire, ça ne sert à rien, personne ne m'écoute, il n'y a pas Dieu qui m'entend, aucun ange ne vient sur moi, la Vierge Marie ne me protège pas dans le manteau de la Vierge, on me laisse toujours seul. Vous connaissez la chanson de Brel, hein, on se retrouve seul à la fin. Voilà. Et donc ce mot seul qui était dans la Diascalie est maintenant là au cœur du discours d'Argan, c'est un mot fondamental. Je ne peux pas ne pas être seul en dépit des médicaments, en dépit de l'argent, en dépit de mon pouvoir. On comprend que c'est un bourgeois. On me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Donc, moi, je veux que ça coule de manière correcte. Je veux que l'argent ne s'écoule pas trop complètement. Je parle sans arrêt et je ne peux pas arrêter autrui ici. Tragédie, je ne peux pas faire en sorte que les gens viennent se bloquer ici devant moi et m'aider. Je suis absolument seul. Donc c'est à la fois hilarant, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de solution et que nous sommes dedans, et c'est absolument tragique, parce qu'effectivement, c'est comme ça, c'est terrible, c'est affreux, et donc on est dans la grande comédie. Il y a Ionesco qui dit en gros que la comédie, c'est la tragédie accélérée. Question de rythme, simplement. Dans les Cantatrices chauves, ce qui se passe, c'est tragique, mais en même temps, c'est très drôle. Le roi se meurt, vous savez, la pièce de Ionesco, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie extrêmement drôle. Les deux en même temps. L'histoire des Belges qui, je ne sais pas, se pendent avec un élastique et qui se tapent sur le mur, voilà, sans arrêt, c'est très comique, voilà, mais c'est, tant pis pour les Belges, mais en même temps, c'est une tragédie, parce qu'on passe son temps, tous, dans ce que nous sommes, à nous pendre, à nous suicider, et avec des élastiques à se cogner sur les murs. Donc c'est une tragédie. Voilà. Phèdre est une tragédie, mais enfin cette histoire de Phèdre qui se suicide elle-même parce qu'elle désire son fils, etc. Enfin le fils adoptif, bon, c'est assez comique. Thésée qui n'est pas à l'heure, qui est en retard, enfin tout ça c'est un gag. Enfin voilà. L'affaire Jubilard à côté c'est plus tragique. Voilà. Il n'entend de point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Alors là, donc il y a un peu de temps, donc il y a la sonnette, voilà, je l'ai pris, voilà. Et donc c'est un instrument scénique qu'on n'a pas vu au début, qui est là. Et donc c'est un instrument fondamental de la vie. Avec ça, on sort du langage, on appelle par autre chose que le langage. On désarticule sa parole pour passer dans un instrument comme même. Quand je suis à l'académie et que mes chers collègues dorment, ce qui leur arrive souvent, et bavardent parfois aussi parce qu'ils ont des choses à se dire, qu'ils ne sont pas intéressés par la conférence du conférencier. Donc on fait drelin, 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 voilà. Ça rappelle aux gens de revenir en cours, voilà, de revenir en temps. Mais on a beau faire ça, avec cet instrument scénique, vous voyez, les objets dans le théâtre, c'est important. Point d'affaire, drelin, 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 ils sont sourds, tragiques.
Il n'y a rien de plus tragique que la maison du sourd, d'être entouré par des sourds, personne ne nous parle, etc. Et quand on fait l'expérience de la surdité, et quand on voit des gens qui sont enfermés dans la surdité, ou qui constatent que les gens autour d'eux sont sourds, c'est terrible, voilà, ils sont sourds. Toinette, et voilà un nouveau nom. Toinette, et on comprend que Toinette, ça ne peut pas être la femme, ça ne peut pas être un noble, etc. Ça ne peut être que toilette, toinette, net, etc. Toi net, toi honnête, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça va être une servante, Toinette, 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 tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine, drôlin, drôlin, et il commence à insulter effectivement Abel. Alors il ne sonne plus, drôlin, 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 carogne à tous les diables, il insulte, ça devient très terrible. Le personnage n'est pas du tout sympathique, c'est pas un maître, disons, politiquement correct, de gauche, etc. Il traite quand même sa servante de chienne, de coquine, mais heureusement, quelques pages plus loin, on découvrira que la servante a une autorité très considérable, comment dire, elle en a, si on veut, voilà. Est-il possible qu'on laisse comme ça un pauvre malade tout seul ? Ah oui, c'est la question que se posent souvent les médecins ou les malades dans les hôpitaux. Comment peut-on laisser un pauvre malade tout seul? Question vraiment tragique, véritablement. Ben oui, c'était terrifiant, on le laisse tout seul. Drôlin, drôlin, voilà qui est pitoyable. Oui, oui, drôlin, drôlin, drôlin. Ah mon Dieu! Et voilà enfin Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drôlin, drôlin, drôlin. Alors, l'arrivée de Dieu et de la solitude et tout ça a aussi son intérêt. On est au XVIIe siècle. Un type qui est plus ou moins l'article de la mort, enfin ce qu'il dit, il dit qu'il va mal, etc. Ben, il ferait bien se convertir un petit peu et d'aller vers son confesseur, qui pourrait être dans le pire des cas Tartuffe, de préparer son âme à faire le grand saut vers l'inconnu. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il fasse un retour arrière sur ses péchés, etc., divers et variés, le fait d'avoir voulu trop économiser et autres. Et rien de tel. Il ne s'intéresse absolument pas à Dieu. Il ne s'intéresse pas du tout au salut de son âme, il s'intéresse qu'à son corps, qu'à son argent, qu'à ses vents, qu'à son caca, qu'à des choses de ce genre, et aussi qu'à son argent. Donc il porte bien ce nom d'Argan. Mais le nom de Dieu apparaît quand même à la fin. Donc ce personnage est une sorte de matérialiste, voilà, matérialiste sans aucune préoccupation, et cependant, Dieu, il va l'invoquer à la fin, non pas pour se tourner vers lui, mais comme une sorte de désespoir devant l'incapacité apparemment de l'humanité, c'est ils me laisseront mourir. Et il n'attend pas de Dieu qu'il intervienne pour sauver son âme, pour le mener vers quelque paradis. Il n'attend pas qu'un saint quelconque, un saint Antoine de Padoue, la Vierge Marie vienne apporter quelque chose. Il ne demande pas le moins du monde, un saint père qui viendrait l'aider le moins du monde. Dieu n'est qu'un instrument locutoire pour essayer de renforcer une sorte de position de pouvoir. Un argument, ils me laisseront mourir, c'est scandaleux, mon Dieu, et c'est la faute aux autres s'ils le laissent mourir. Et en même temps, c'est terrible, parce qu'effectivement, les hommes vont se laisser mourir les uns les autres. On ne peut rien contre la mort des gens qui sont nos proches. En général, ils vont nous laisser mourir un jour ou l'autre, quelles que soient leurs intentions. Et donc, drôlin, 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 drôlin. Voilà, on va tenter cela pour prévenir contre la mort, contre l'impossibilité. Donc, on a une scène absolument tragique. Elle est tragique parce qu'elle est, si on appelle tragédie, la rencontre de l'homme avec son destin, une formulation un peu à la Malraux, une chose comme ça. Et effectivement, le destin, c'est la mort. Et Argan sait très bien que son destin, c'est la mort. Et nous voyons bien cela. Et effectivement, on nous laisse mourir et nous sommes seuls, enfin, toutes ces thématiques-là. Et puis, cette tragédie qui nous est proposée là est une sorte d'anti-tragédie parce que ce n'est pas un personnage noble qui est là, c'est un personnage bourgeois, ordinaire, qui, au lieu de se tourner vers des valeurs plus ou moins sublimes, le salut, la transformation de son âme, le sort de l'humanité, le don même de son corps à la science, enfin je ne sais pas, quelque chose qui serait moderne dans ce sens-là, ne pense qu'à prolonger sa vie un peu plus. On va dire, on est très près du roi Sommer, qui rêve, d'ailleurs je cite Ionesco, d'une éternité provisoire, c'est-à-dire un moyen de, certes je vais mourir, mais je voudrais au moins une éternité provisoire, que ça dure encore un petit peu, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ce personnage-là est tragique, mais en même temps, il est comique parce qu'il s'agite comme le Belge qui se fait sonner par l'élastique qui se tape sur le plafond, va mourir. Nous allons mourir et nous ne pouvons rien faire d'autre, rien faire pour lui, sinon effectivement nous dire qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes dans ce genre de situation. Est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est sain de dépenser de l'argent ou de ne pas trop dépenser de l'argent comme ce personnage? Qu'est-ce qu'on doit faire? La comédie ne propose pas de solution véritablement. À la fin de la comédie, vous savez, donc Argan est nommé médecin par une espèce de scène un peu comme le grand Mamamouchi à la fin du Malade imaginaire. Donc il devient une sorte de médecin qui va se soigner lui-même. Bon, évidemment, c'est une grande bouffonnerie, c'est assez génial.
devenons médecins nous-mêmes, ça a une sorte de profondeur, mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir des problèmes de vent, de circulation sanguine, etc., et de maladies et de morts, mais aussi des problèmes d'argent. Donc on a une sorte de scène qui est très, très étrange, qui est vraiment extraordinaire, qui est un peu en rupture par rapport au théâtre du XVIIe siècle, qui ne ressemble pas à ce qui est d'habitude, un dialogue, un affrontement, un agone, qui ne met pas en présence plusieurs personnages habituellement, avec un discours plus ou moins organisé. On a quelque chose qui se nourrit de la farce, on voit bien, qui remonte très profondément au début du théâtre de Molière, à la jalousie barbouillée, au médecin volant, aux pièces comme cela, un truc très, très populaire, écrit, en même temps relativement peu écrit, qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement terrible, un théâtre de clown, si vous voulez employer un mot moderne que évidemment Molière ne connaissait pas, qui vient peut-être des paysages de la comédie dell'arte, et donc qui a la radicalité de la farce, telle que Beckett la reprend, je reprends souvent cela, à fin de partie c'est une farce bien sûr, mais c'est extrêmement drôle, En attendant Godot c'est une farce aussi, et c'est extrêmement drôle, mais dans les deux cas, on a les deux titres qui sont En attendant Godot et fin de partie ressemblent un peu aux malades imaginaires, parce que c'est en attendant Purgon, en attendant le médecin, en attendant une solution, et fin de partie, de toute façon, il va mourir, quand bien même il est en bonne santé, voilà, et il est fou, mais au fond, il est fou comme tout le monde est fou, et comment on va soigner la folie d'Argan en lui proposant une folie plus folle encore que sa folie, c'est-à-dire de devenir médecin lui-même. Et donc, il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas un psychanalyste, il n'y a pas non plus un curé, il n'y a pas un psychiatre ou ce que vous voulez. Il y a le théâtre lui-même comme moyen de méditer en riant sur la folie d'Argan, qui est aussi notre folie à nous-mêmes. Voilà. Et donc, on est mis dans une scène stupéfiante, et alors d'autant plus étrange pour nous postérieurement. Molière ne savait pas en écrivant, en jouant cette pièce, qu'il est mort, non pas en jouant exactement la pièce tout à fait, mais c'est sa dernière pièce, et que donc il y a là-dedans, pour nous, alors surtout depuis les critiques du XIXe siècle, critiques un peu biographiques, quelque chose d'émouvant, de bouleversant, c'est que Molière médite sur sa propre maladie, certainement en partie, sur son rapport à la médecine, au moment même où lui-même il va mourir. Et donc là, il y a le beau film impossible, bien sûr, comme la mort de Mozart, comme la mort de Van Gogh, la mort de Molière, ça fait partie des choses qui sont un peu des topos, un peu fatigants par moments, mais enfin, bon, il ne faut pas non plus bouder notre plaisir, c'est pas mal d'avoir une fin aussi géniale que celle de Molière, avec une comédie aussi géniale absolument que celle de Molière. Alors, vous voyez, les classico-détails, c'est un peu d'essayer de regarder comme ça ces textes du passé et de se rendre compte, c'est étonnant, qu'ils sont d'une actualité considérable à tout point de vue, et même pas de manière vulgaire, parce qu'évidemment, il n'est pas question là, du Covid, des choses comme ça, mais des questions en profondeur de notre rapport à la maladie dans un autre monde que le nôtre, puisqu'il n'y a pas à l'époque la grande médecine actuelle, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas toutes ces choses-là, mais il y a quand même ce rapport essentiel à l'argent. C'est très essentiel la question de santé, pas simplement qu'il faut payer des médecins. Le rapport à l'argent, le rapport aux circulations, à la santé du corps, mais aussi le rapport au langage. Et on sait bien qu'une bonne réaction médicale, c'est quelque chose qui mélange effectivement, disons, de la technologie, des produits, etc. Des questions d'argent, il n'y a pas de bonne médecine sans argent. Et puis aussi effectivement du langage, de la parole, et souvent effectivement écouter les malades, parler avec les malades, enfin tout ça. Et donc la pièce effectivement introduit à propos de ce malade imaginaire, la réalité de la maladie. Voilà. Merci. Il s'agissait d'une rencontre proposée par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche lundi 10 janvier 2022 dans le cadre de ses classiques au détail et particulièrement à l'occasion de l'année Molière 2022. Vous avez pu écouter le commentaire de la scène 1, acte 1 du Malade imaginaire de Molière. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.